Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la cérémonie de notre 31e édition du palmarès des mobilités, le clou du spectacle. Par souci de respect des temps, quelques règles du jeu. Tout d'abord, 3 minutes par allocution, une musique douce qui permettra aux lauréats et aux remettants de savoir quand conclure, quand s'arrête leur allocution. Et enfin, une petite croix sur scène qui permettra de vous positionner pour les photos et vidéos. J'appelle sans plus attendre Frédéric Desmarquettes, directeur général adjoint de Villerail et Transport, à venir me rejoindre sur scène pour ouvrir officiellement cette cérémonie. Bonsoir, bonsoir. Et bienvenue effectivement au 31e palmarès. 31, waouh! Comme pour chacune des années précédentes, notre jury a été très impressionné par la qualité des candidatures. Et comme chaque année, le palmarès reflète l'évolution du monde des transports publics. Et plus que jamais, les lauréats et nominés se retrouvent autour d'un même thème, qui est celui de permettre aux voyageurs de se déplacer de la manière la plus écologique possible. Voyager vert, ou du moins plus vert, est devenu une option qui divise les populations, alors qu'elle devrait être un effort collectif pour atteindre un même but. Alors saluons les efforts des collectivités qui ont réussi à faire travailler les synergies, à casser les frontières entre les entreprises concurrentes et ont démontré une envie énorme pour faire progresser les transports publics au service des voyageurs et évidemment de la nature. Donc, je me permets, pendant qu'on est sur le thème du voyage, de faire une petite parenthèse, étant donné que nous sommes justement, voilà, je vous présente notre nouveau bébé, qui est le hors-série de La Vie du Rail Magazine. Donc, malgré ses 70 ans, La Vie du Rail, le groupe La Vie du Rail, continue d'inventer. Ce hors-série prolonge le concept du magazine grand public que nous avons lancé il y a à peu près 1 an et demi. C'est le premier magazine grand public que nous avons lancé, qui se trouve en kiosque et qui s'adresse à la génération actuelle qui a choisi de prendre le train pour voyager et voir le monde. Donc vous en aurez l'exclusivité tout à l'heure à la sortie. On l'a reçu aujourd'hui, je dois vous dire, donc on est assez excités. Je n'ai pas encore feuilleté, mais voilà, vous pourrez le voir tout à l'heure dans le hall d'entrée où Victoria et Adeline vous attendent. Donc, avant de te redonner la parole, je voudrais remercier nos chers partenaires qui sont Keolis, Transdev, la RATP, la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, Kizio, SNCF et Masteris. À tout à l'heure. Merci beaucoup et bon courage. Et merci Frédéric. Nous passons au premier prix de cette cérémonie, le prix de la mobilité numérique, qui récompense une initiative de développement dans le numérique ou le digital, dans les transports. Je précise en avant-propos que les nominés et lauréats que vous allez voir s'afficher sur l'écran sont décrits plus en détail au sein de notre dernier numéro de VRT qui est en avant-première à la sortie et qui vous sera distribué. Et pour ce premier prix de la mobilité numérique, les nominés sont Grenoble, La Roche-sur-Yon et Montpellier. Et sans plus attendre, le lauréat parmi ces 3 nominés est Grenoble Métropole. Pour recevoir ce prix, j'appelle à nous rejoindre sur scène Laetitia Rabi, vice-présidente déléguée aux relations à l'usager, au Pass Mobilité et à la planification des mobilités à la métropole de Grenoble, et Sébastien Guillon, PDG de la start-up Andiamo. Bonsoir. La petite croix se trouve juste ici. Et vous avez un micro. Bonjour, Laetitia Rabi, je suis vice-présidente du SMAC. Je suis accompagnée effectivement de Sébastien Guillon, avec qui nous avons collaboré pour faire en fait du MAS, qui est un MAS maison en fait, intégré en propre. Une aventure qui a commencé en 2018, une propriété des codes sources donc de notre autorité
organisatrice des mobilités. C'est un choix politique que nous avons fait. Et puis effectivement, un MAS également qui va se déployer à compter, publiquement à compter du mois de mars prochain pour accompagner la mise en œuvre de la ZFE sur le territoire donc, qui est le nôtre et qui comprend 3 territoires, le Grésivaudan, le Voironnais et Grenoble-Alpes Métropole, c'est-à-dire 460 000 habitants et 123 communes. C'est beaucoup d'honneur, effectivement. On remercie évidemment VRT ainsi que l'ensemble des partenaires de ce 31e palmarès. Et je vais passer la parole peut-être à notre... C'est une pépite en fait grenobloise, une start-up qui nous permet en fait également de concevoir cet outil comme un outil d'inclusion pour toutes les mobilités, pour tous les handicaps, toutes les difficultés également d'approche dans la multimobilité. Grenoble développe également son outil qui s'appelle pour l'instant, pour l'heure, le Pass Mobilité, dans un esprit également d'accompagnement social aux transitions et notamment aux transitions de mobilité pour la mise en œuvre donc, de cette zone à faible émission pour qu'elle ne soit pas en fait une zone d'exclusion puisqu'on commence effectivement par les critères 5, les critères 4, les critères 3 comme vous le savez et qui sont en général le fait des personnes vivant en fait dans les géographies prioritaires de l'État et l'accompagnement social comme l'accompagnement de l'inclusion en fait est un impératif pour une justice sociale et environnementale. Alors, Sébastien Guillon, très rapidement, s'il vous plaît, il nous reste 50 secondes. Très rapidement, merci Laetitia, merci VRT. En fait, on s'est rendu compte très rapidement en fait, que les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, elles sont très dépendantes de leur propre véhicule, propre voiture. Et tout l'intérêt avec le SMAC, c'est de les inciter à prendre les transports en commun. Donc, dans le Pass Mobilité, qui est le calculateur d'itinéraire, c'est d'adapter ce calculateur aux personnes à mobilité réduite pour leur proposer des itinéraires multimodaux qui soient réellement adaptés en fauteuil roulant, en famille en poussette ou qui soient adaptés à votre niveau de mobilité. Donc c'est vraiment les inclure et les accompagner à prendre plus les transports en commun, plus les mobilités actives, plutôt que d'être dépendant de la voiture individuelle. Donc un itinéraire multimodal adapté, c'est vraiment le bon trottoir aménagé, les bons passages piétons sécurisés, adaptés à votre profil en fauteuil roulant dans ce cas-là, et recommander les bonnes lignes aménagées, les bons quais de transport en commun qui soient bien aménagés pour que le bus puisse sortir sa rampe, par exemple, pour une personne en fauteuil roulant. Donc c'est vraiment prendre cette approche-là de l'inclusion des personnes en situation de handicap pour améliorer finalement l'expérience utilisateur pour tous du Pass Mobilité et du SMAG. Merci beaucoup. C'était la métropole de Grenoble, accompagnée de la start-up Andiamo. Je vous invite à rejoindre le photocall qui se trouve à votre droite en descendant, juste là-bas. Et de nous rendre le micro, s'il vous plaît. Merci à eux. Nous passons désormais à un prix qui récompense les meilleures initiatives en matière de liaison entre les modes. Il s'agit du prix de l'intermodalité. Et pour ce prix, les nominés sont un groupement de la région Bretagne, Rennes Métropole et Saint-Brieuc, le bassin d'Aurillac et l'agglomération de Calais. Pour remettre ce prix, j'appelle à me rejoindre sur scène Édouard Hainaut, directeur général France de Transdev. S'il vous plaît. Avant de nous révéler qui est le lauréat de ce prix, Édouard Hainaut, quelle évolution pour le transport public selon vous, y compris avec les nouveaux modes de mobilité douce, et quelle nécessité de faire de l'intermodalité un élément central de la politique des métropoles? Bon, écoutez, je vais poser le trophée ici. Bonjour à toutes et tous, je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Écoutez, on fait tous le constat qu'on a énormément investi dans les transports en commun et urbains depuis 20 ans, près de 62 milliards. Donc on a bien équipé tous nos centres et on voit bien aussi que le report modal, puisque aujourd'hui c'est notre sujet privilégié à tous, c'est comment on fait plus de report modal.
en fait, dans ces 20 dernières années, n'a progressé que de 3%. Et donc, évidemment, l'intermodalité, ça veut dire beaucoup de choses à ce titre-là. C'est comment, à travers une logique de mode et une facilité de prendre les différents modes, on peut réduire la part modale de la voiture, non pas l'exclure, mais bien la rendre complémentaire également avec l'ensemble des dispositifs qu'on a créés. Donc aujourd'hui, on est dans une ère nouvelle de mobilité, très clairement. On n'oppose plus l'urbain, le rural, le semi-rural et les périphéries. On doit, et on n'oppose pas non plus les différents modes de mobilité et de transport. Et notre défi à tous, en fait, c'est dans cette ère de complémentarité entre les modes, de complémentarité entre les autorités organisatrices, avec des coopérations sur les différents territoires qui sont nécessaires et de plus en plus importantes et urgentes. Notre défi, c'est de développer cette nouvelle vision de la mobilité, en fait, et d'essayer de trouver des alternatives crédibles à l'usage de la voiture. On sait tous qu'il nous manque de l'offre aujourd'hui. Il nous manque de l'offre en périphérie et que sans offre, on peut toujours imaginer que les gens laisseront leur voiture, mais sans offre, ils ne laisseront pas leur voiture. On a la démonstration évidente avec la montée des coûts de l'énergie et des voitures qui sont toujours présentes sur l'ensemble des territoires à des niveaux qui sont toujours les mêmes. Je rappelle que la voiture individuelle, c'est 83% des kilomètres du quotidien pour aller travailler, pour aller au sport, pour aller au loisir, pour aller à la culture, pour faire tout ce dont on a besoin pour finalement vivre, je dirais, comme tout citoyen et de manière totalement égalitaire. Donc on a un vrai sujet dans ce domaine-là. Et un bon exemple, on parle beaucoup des RER métropolitains actuellement. Le RER métropolitain, c'est une forme de complémentarité quasi évidente. C'est-à-dire, évidemment, le réseau structurant ferroviaire, là où il est utile et là où on a de la fréquence et où on a beaucoup de fréquentation. Et puis, la complémentarité, par exemple, avec des cars express qui vont permettre de rejoindre les agglomérations dans une démarche de mise en œuvre beaucoup plus rapide que le ferroviaire et en complémentarité avec les réseaux très structurants du ferroviaire. À partir du moment où la fréquentation n'est pas tout à fait au rendez-vous, ça a beaucoup de sens de mettre des cars express pour rejoindre les centres des métropoles, par exemple, pour les périphéries. On peut évidemment citer le vélo. On n'oublie pas que 90% des kilomètres à vélo font moins de 5 km, donc ne rêvons pas non plus sur l'usage du vélo pour répondre à toutes les problématiques de report modal, mais surtout le vélo comme un outil de rabattement, comme le covoiturage ou comme je dirais les solutions qui permettent avec les P+R d'être en solution de rabattement. Donc on voit bien que l'intermodalité est au cœur du sujet. On y rajoute une couche de numérique pour rendre tout ça facile pour l'utilisateur, parce qu'aujourd'hui, ne nous trompons pas, c'est une croix, une bannière et une plaie pour un utilisateur, pour un usager, de comprendre comment on peut orchestrer tous ces modes ensemble. On n'est pas encore au rendez-vous, on a encore beaucoup de progrès à faire, mais je suis très confiant. Et quand je vois le prix qu'on va remettre maintenant, bien, on voit bien que les périphéries et les villes moyennes sont vraiment à l'honneur ce soir, et qu'on est en capacité aussi, pas que, bien sûr, mais on est en capacité aussi de créer des gares intermodales, routières, etc. Voilà, je vous laisse le soin de l'annoncer. Eh bien, justement, plus d'intermodalité, le lauréat de ce prix est la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac. Je demande à Sébastien Prat, vice-président en charge des mobilités et des transports urbains à la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, de nous rejoindre sur scène. Ah. J'ai eu peur, je croyais qu'il n'avait pas réussi à prendre le train. Bonsoir. Bonsoir. Quelques mots Très heureux de vous remettre le sur prix. Le nouveau pôle d'échange multimodal du bassin d'Aurillac. Déjà, merci beaucoup. Au nom de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, on est très honorés et très fiers de recevoir ce prix de l'intermodalité, surtout sur un bassin rural et cette ville moyenne qui est Aurillac, préfecture du Cantal. Nous avions besoin d'un pôle d'échange intermodal digne de ce nom. Et donc, pour cette ville à la campagne, comme vous le voyez,
Nous avions besoin d'une intégration paysagère de qualité, donc qui respecte la zone urbaine, mais aussi ces magnifiquement du Cantal. J'en profite pour faire la pub pour mon département du Cantal, auquel je tiens bien évidemment. Et nous avions la possibilité sur cette friche ferroviaire de conserver la halle Cernam, qui avait servi il y a 20-25 ans au transport marchandises, et donc de faire cette gare routière, ce pôle d'échange intermodal avec un rond-point, un grand rond-point autour de cette halle qui permet aux transporteurs d'entrer et de sortir. Tout ceci dans un écrin de verdure. Nous ne voulions pas que du béton et du bitume. Nous avons essayé de ménager et d'intégrer beaucoup d'espaces verts. Nous l'avons fait aussi à côté de la gare d'Aurillac parce que nous tenons à nos lignes, nous tenons à nos trains, nous tenons à nos emplois locaux. Et nous considérons que le ferroviaire doit répondre aux enjeux de mobilité de demain au même titre que les autres moyens de transport, surtout dans les mobilités du quotidien, domicile, travail. Et je rebondis sur la proposition des RER métropolitains. Chiche pour faire aussi des RER ruraux. Et en tout cas, Aurillac, avec ce beau pôle d'échange intermodal, nous sommes disponibles pour gagner une expérimentation, ou en tout cas que tout le monde puisse venir voir et tester ces solutions. Merci beaucoup. Chiche. Chiche. Merci Sébastien Prat. Je vous laisse prendre votre prix, vous diriger vers le photocall avec Édouard Reynaud pour une photo de famille. Passons désormais au prix le plus récent que nous allons desservir, le prix de la mixité, qui vise à récompenser une entreprise qui se sera révélée particulièrement concernée par le sujet. Et pour ce prix, les nominés sont Keolis, le groupe Lacroix et SNCF Mixité. Et sans plus attendre, le lauréat de ce prix est SNCF Mixité. Pour recevoir le prix, je demande à Anne-Sophie Nomblot, présidente de SNCF Mixité, de me rejoindre sur scène. Bonsoir. Bonsoir. Anne-Sophie Nomblot, quelques mots sur ce que représente SNCF Mixité et Optimixte. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, SNCF Mixité, c'est le réseau qui vise à faire bouger les lignes de la mixité au sein du groupe SNCF, à la fois pour les salariés et puis pour les voyageuses. Et donc, le réseau a créé Optimix, qui est une démarche qui vise du coup à développer la mixité, à optimiser la mixité au sein des établissements. Donc à la SNCF, des établissements, on en a 250. Et l'enjeu, c'était de comprendre à cette maille-là où est-ce qu'on en est sur la mixité. Donc c'est des choses aussi basiques que où est-ce qu'on en est sur les équipements. Parfois, il y a des femmes qui n'ont pas de tenue adaptée pour elles. Où est-ce qu'on en est sur les sujets des vestiaires? Est-ce que les personnes savent à qui s'adresser en cas de sexisme? Est-ce qu'il y a des différences de progression entre les femmes et les hommes? Qu'est-ce qu'il en est de la parentalité? Donc c'est tous ces enjeux en fait, qu'on adresse avec Optimixte. La particularité, c'est que c'est une démarche, alors on est monté sur scène à 3 parce que c'est une démarche qui est transverse et ahiérarchique et qui a été créée par un petit groupe de membres engagés pour la mixité au sein du groupe SNCF qui s'est dit, nous on a envie de comprendre, de faire changer les choses sur ce sujet-là en particulier. Donc aujourd'hui, Optimixte, on l'a déployé dans presque tous les établissements. Il y a plus de 20 000 agents et agentes qui ont répondu et qui nous ont dit, d'après eux et d'après elles, qu'est-ce qu'il fallait améliorer. Et donc chaque établissement maintenant est en train d'élaborer un plan d'action pour se dire, nous localement, notre enjeu, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut qu'on change en priorité et comment est-ce qu'on peut s'inspirer aussi des autres établissements qui sont similaires et qui, eux, ont des meilleurs résultats parfois sur d'autres enjeux. Et donc tout ça c'est important parce que la mixité c'est un enjeu de justice bien sûr, c'est un enjeu de performance et c'est un enjeu de transformation du groupe. Merci Anne-Sophie Nomblot, présidente de SNCF Mixité. Bravo pour ce prix, je vous laisse rejoindre également le photocall qui se trouve sur votre droite. Passons désormais à un prix qui récompense la modernisation décisive d'un service, d'un matériel, d'une infrastructure visant à l'amélioration des transports publics. Il s'agit du prix de la modernisation. Et pour ce prix, les nominés sont le Grand Reims, Nice et Orléans. Pour remettre ce prix, j'appelle à nous rejoindre sur scène à nouveau Gauthier Châtelu, directeur adjoint au département infrastructure et transport de la Banque des Territoires. Bonjour. Je vous laisse la parole. Que fait
la Caisse des dépôts en faveur de la modernisation dans les transports. Bon, alors comme on l'a vu tout à l'heure, hein, allez, et ça a été redit par Édouard Reynaud, on cherche tous à décarboner globalement notre mobilité. Ça passe notamment par une meilleure attractivité des transports collectifs, de tous ces réseaux de transport urbain. C'est l'intermodalité, c'est l'innovation, c'est les modes complémentaires, mais aussi l'attractivité au cœur même de ces transports. Donc il faut trouver des outils pour les moderniser. Alors nous, comme on dit, on a le financement classique, hein, des transports collectifs. Je passe le fait qu'on est actionnaire encore assez largement de Transdev. Mais on accompagne aussi certaines startups qui développent des solutions de dématérialisation des tickets, par exemple, ou d'information voyageurs dessus. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que le transport collectif se mette au niveau des attentes des voyageurs qui demandent toujours plus de personnalisation, de numérique dans leurs relations, de simplicité finalement de l'usage. On veut de plus en plus tout de suite, simple, facile, comme on le souhaite, d'individualisation. Et donc je pense que le prix qui va être remis met ça fortement en avant. Et effectivement, en termes de personnalisation, il s'agit du Grand Reims, qui est notre lauréat du prix de la modernisation ce soir, pour ses fiches horaires personnalisées sur le réseau Citura. Et j'appelle Patrick Bédec, vice-président délégué au transport et au plan de mobilité du Grand Reims, et Laurent Pi, directeur des mobilités et des transports, également pour le Grand Reims, à nous rejoindre sur scène. Merci. Puis simplement quelques mots. Alors, j'ai préparé un petit papier que je vais essayer de vous donner. D'abord, évidemment, je vous remercie vivement pour ce prix. Je tiens à y associer l'exploitant du réseau Citura, qui est Transdev, qui a mis en place cette borne dans notre boutique située en plein centre-ville, puis qui l'a élargie via le service Internet. Et ce dernier a trouvé rapidement son public, puisque nous avons enregistré 450 requêtes par jour en période de rentrée et 200 par jour en semaine par la suite. Donc je suis particulièrement heureux d'avoir été primé sur cette thématique de la modernisation du réseau, parce que je suis convaincu que c'est une nécessité, comme le disait à l'instant monsieur, permanente si nous voulons que le transport public reste attractif et pertinent. À cet égard, il faut reconnaître que les crises que nous avons traversées et traversons nous ont obligés à nous adapter et accélèrent les transitions. Le Covid a amplifié la numérisation des services. La borne d'impression des fiches horaires personnalisées en est un exemple. Cette crise nous a aussi amené, avec l'exploitant, à développer la dématérialisation des moyens de paiement, comme le ticket SMS et depuis peu le paiement sans contact à bord d'un citybus, ainsi qu'à améliorer l'information en temps réel grâce au QR code. La crise énergétique accélère le besoin de transition énergétique des flottes. Si aussi, avec 35 nouveaux bus au gaz et à l'ouverture prochaine d'une station d'avitaillement d'une capacité de 65 véhicules, le Grand Reims a enclenché la démarche et poursuivra en direct avec l'ouverture de 2 lignes de BHNS zéro émission en 2025. Là aussi, je suis d'accord, comme le disaient tout à l'heure les intervenants, avec une mixité énergétique. Je pense que c'est la seule solution qu'on aura à l'avenir. Enfin, la crise sociale et territoriale impose de mieux raccorder ville et campagne. À Reims, nous sommes particulièrement concernés avec un territoire contracté de 143 communes. Le Grand Reims a lancé des expérimentations de transport à la demande dans le rural et de covoiturage spontané, et d'ailleurs le ministre viendra l'inaugurer jeudi, et décidé de faire coïncider le périmètre de son futur contrat de concession avec celui de notre agglomération XXL dans une optique d'intégration de tous les services de mobilité. On ne veut oublier personne. Autant de défis à relever que nous amènerons, je l'espère, à vous revoir prochainement pour de nouveaux trophées. Bravo! Et je vous laisse rejoindre le photocall pour une photo dans VRT. Nous passons désormais à un prix qui récompense la meilleure réalisation dans le sens du développement durable, le prix de la mobilité durable.
Et pour ce prix, les nominés sont les agglomérations du Grand Chambéry et Grand Lac et la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, ainsi que Toulouse. Avant de vous révéler qui est ce lauréat, j'appelle Aloïs Boelet-Soulet, directeur marketing de Masteris, à me rejoindre sur scène. Alors, pouvez-vous nous rappeler le rôle de Masteris auprès de ses acteurs, institutionnels comme privés, et qu'est-ce qu'évoque pour vous cette mobilité durable que vous remettez ? Oui, alors bonsoir. Le rôle de Masteris, nous sommes une filiale de SNCF Voyageurs et nous sommes adossés à la direction du matériel et donc spécialisés en maintenance et en ingénierie ferroviaire. Et à ce titre, nous accompagnons donc les exploitants ferroviaires, les AOT, dans leurs problématiques liées à la gestion de leur matériel roulant, et ce tout au long du cycle de vie de leur matériel roulant, que ce soit du matériel roulant urbain ou ferroviaire. Et pour rebondir sur la question que vous venez de me poser, c'est vrai que la durabilité, c'est au cœur de notre proposition de valeur, puisque nous accompagnons justement nos clients dans la prolongation de la durée de vie de leur matériel existant, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que nous sommes également présents à leur côté en fin de vie de matériel roulant, puisqu'on leur propose des solutions de démantèlement et de valorisation. Et enfin, dernier point, on essaye d'apporter une contribution active à tout ce qui est verdissement du ferroviaire, notamment en proposition des innovations techniques, que ce soit dans l'hybridation des trains, dans les trains à batterie, dans la réduction d'énergie au niveau des climatisations, ou encore d'autres types de solutions, mais je pourrais en dégrainer quelques-unes. Voilà. En tout cas, tout ça pour dire qu'on est vraiment présent aux côtés des exploitants, des AOT, et qu'on est là pour leur proposer notre expertise et les aider justement à mieux gérer leur flotte de matériel roulant. Merci. Le lauréat de ce prix de la mobilité durable est le Grand Chambéry et Grand Lac, les deux agglomérations qui se sont mises ensemble pour créer Mobile Project. Pour recevoir ce prix, j'appelle Alain Caraco, vice-président en charge des transports du Grand Chambéry, à venir nous rejoindre sur scène. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse la parole. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'est Mobile Project ? Oui, merci tout d'abord pour ce trophée qui récompense une action concrète. Mobile Project vise l'entrée au collège et les classes élémentaires qui la précèdent, parce que c'est un âge charnière très important où on apprend à être autonome, et c'est également le bon âge pour apprendre l'écomobilité. C'est à la fois une opération de sensibilisation et une formation pratique pour avoir plus d'enfants à pied, à vélo, en bus ou en covoiturage, et tout aussi important en termes de report modal, moins de parents accompagnateurs en voiture, ce qui pacifie les abords des collèges et permet à encore plus d'enfants de se déplacer à pied et à vélo. L'enfant devient également un ambassadeur de l'écomobilité auprès de sa famille, et le collège se prépare à continuer la démarche une fois que ce projet pilote, qui dure 3 ans, sera fini. Alors, une des caractéristiques de Mobile Project, c'est que c'est un projet mené par un opérateur local que nous avons construit pour accompagner le changement. C'est l'agence Écomobilité Savoie-Mont-Blanc. Nous l'avons créé en association en 2002. C'est une société publique locale depuis 2019, au service de tous les AOM de Savoie, de toutes les AOM de Savoie et de Haute-Savoie. Elle gère également la vélostation de la gare de Chambéry, que je vous invite à visiter, plus de 500 places de stationnement sécurisées et 800 vélos à louer. Mobile Project, c'est un projet que nous avons voulu mener à la bonne échelle, c'est-à-dire la coopération entre Grand Chambéry, l'agglomération autour de Chambéry, et Grand Lac, l'agglomération voisine autour d'Aix-les-Bains. 2 AOM limitrophes avec d'importants flux entre leurs territoires et une technopole en commun que vous connaissez peut-être, qui est Savoie Technolac. Alors bien sûr, nous n'avons pas l'intention de nous arrêter en si bon chemin. Mobile Project, ça a été un projet important. En 3 ans, nous avons pu toucher sur le territoire de Grand Chambéry 6 collèges, 31 écoles, plus de 2400 élèves. Et sur celui de Grand Lac, 2 collèges, 15 écoles, plus de 1000 élèves. Nous avons bien sûr travaillé en partenariat avec l'éducation nationale, avec un soutien financier de l'Europe, en l'occurrence le FEDER.
Mais depuis ce début de mandat, nous avons décidé d'accélérer la coopération entre nos territoires. Nous avons un syndicat mixte SRU à l'étude sur un territoire élargi, Grand Chambéry, Grand Lac et Cœur de Savoie, c'est-à-dire que ça va être de l'ordre de 250 000 habitants, et peut-être même ce syndicat mixte s'étendra-t-il à l'avant-pays de Savoyard, et nous aurons un grand bassin de 300 000 habitants sur lequel nous pourrons raisonner globalement en matière de mobilité. Et c'est un sujet à la mode, mais on n'a pas attendu que le président de la République en parle. Nous avons aussi une étude en cours avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et SNCF Réseau pour transformer l'axe ferroviaire qui traverse complètement notre territoire, la zone la plus dense et la plus urbanisée, en RER à notre échelle. Voilà, nos territoires avancent, il nous reste beaucoup à faire ensemble et nous en avons la volonté. Merci. Je vous laisse prendre votre prix et vous diriger vers le photocall. Passons désormais au prix de l'innovation qui récompense une innovation dans le domaine de la technologie, des nouveaux services apportés aux voyageurs. Et pour ce prix, les nominés sont les Alpes-Maritimes, Nantes et Rennes. Pour remettre ce prix, j'appelle Luc Laroche, directeur des programmes Innovation et Systèmes Ferroviaires au groupe SNCF, à me rejoindre sur scène. Alors, Luc Laroche, question transport public. Pour vous, quel lien existe nécessairement au sein d'une métropole entre le transport urbain et le transport ferroviaire, ferré, lourd? Voilà, j'expliquais tout à l'heure qu'au niveau du ferroviaire, on avait l'ambition de faire x2 en termes de part de marché. Alors, ce n'est pas que l'ambition de la SNCF, c'est l'ambition que je porte aussi pour l'ensemble du système ferroviaire, pour les autres acteurs, les autres opérateurs. Je me permets d'assembler tout le monde dans ce discours. Si on veut réellement faire x2, il y a deux piliers. Il y a un premier pilier que je ne vais pas développer là, mais qui est le pilier technique. Il faut réussir à faire rouler plus de trains sur une même infrastructure. Et là, on a tout un tas de projets techniques et il faut qu'on soit au meilleur du ferroviaire pour réussir cette partie technique. Et puis, il y a un deuxième pilier, c'est le pilier du service. Parce que si on réussit à faire rouler plus de trains mais qu'il n'y a personne dedans, ce ne sera pas une véritable réussite. Donc, comment est-ce qu'on peut rendre le train plus attractif pour qu'il y ait plus de monde dedans et qu'il y ait du report modal? Une des clés, c'est bien le lien avec le transport public. L'exemple du RER métropolitain qui a été cité plusieurs fois est un peu un paroxysme. C'est-à-dire, avec le RER métropolitain, il va falloir qu'on fasse innover le ferroviaire, qu'on fasse innover le transport public et le transport urbain. Typiquement, c'est des sujets qui sont très simples. Quand on a un train qui débarque à la gare dans une ville, est-ce qu'il y a suffisamment de bus qui sont là au bon moment pour que les gens puissent continuer leur chemin? Est-ce qu'il y a possibilité de prendre un vélo? Quand on est sur de la longue distance, comment est-ce qu'on peut avoir accès à une voiture si on en a besoin pour 2, 3, 4 jours? Combien d'entre nous ont renoncé à prendre le train parce qu'en fait, ils avaient besoin de la voiture à l'arrivée? C'était tellement plus simple de prendre la sienne. Le sujet des bagages, quand on est sur de la longue distance, combien d'entre nous avons finalement choisi de prendre notre voiture parce qu'on avait 2 valises et puis, je ne sais pas quoi, une poussette ou n'importe quoi? Donc voilà, tous ces sujets-là, ces sujets de service et ces sujets d'interface entre le ferroviaire et l'urbain, ils sont absolument nécessaires. Donc le ferroviaire a besoin de l'urbain, a besoin de l'ensemble des autres transports publics pour pouvoir espérer faire x2. Et merci. Et je vous propose de d'ores et déjà révéler qui est le lauréat de ce prix de l'innovation. C'est Nantes Métropole. Et tout à fait, Nantes Métropole. Et j'appelle pour recevoir ce prix Pascal Bolo, venir nous rejoindre sur scène, vice-président de Nantes Métropole, président du CEMITAN, Olivier Legrontec, directeur général du CEMITAN, et Damien Bergeron, directeur de projet au département maîtrise d'ouvrage des infrastructures au CEMITAN également. Bonsoir messieurs.
Bonsoir, merci beaucoup à VRT. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de prix qui pouvaient nous faire plus plaisir que celui de l'innovation. Johanna Roland, notre maire et présidente de Nantes Métropole, a coutume de dire que Nantes a un coup d'avance en matière de transport public et qu'elle entend le garder. Alors effectivement, comme nous avons été la première ville à réintroduire le tramway en 1985, nous avons été la première ville à devoir modifier, maintenir et changer notre infrastructure, et notamment changer les rails. Et c'est là que la compétence de Damien Bergeron, de ses équipes, et l'habitude de la Sémitane d'être non seulement un exploitant de réseau, mais également un maître d'ouvrage délégué de Nantes Métropole, a permis d'innover et de créer cette fameuse voie nantaise qui fait qu'on pourra désormais changer les rails à chaque fois que ce sera nécessaire sans démolir l'ensemble de l'infrastructure qu'il y a dessous, ce qui a été le cas jusqu'ici et ce qui occasionne des photos et des comptes rendus de chantier assez terrifiants où on voit vraiment un niveau de destruction extrêmement important. Donc nous sommes très fiers de cette innovation qui est, je crois d'ailleurs, à disposition de tous ceux qui voudront l'utiliser. Et c'est la force, je crois, d'un statut très particulier, particulier non, qui est assez courant, qui est celui de l'économie mixte. Et je crois beaucoup à l'efficacité de l'économie mixte en la matière, d'associer des partenaires métiers. Nos amis de Transdev, Édouard n'est pas loin. Je salue Patrick Bedec, moi au passage. Et cette économie mixte, elle permet d'associer vraiment l'ensemble des forces innovantes, l'ensemble des compétences pour faire avancer le transport public. C'est un modèle que nous souhaitons préserver, que je souhaite qu'on préserve à Nantes, parce qu'il a démontré sa pleine efficacité, notamment pour des innovations comme celles que nous célébrons aujourd'hui. Merci encore. Et merci à vous. Je vous laisse rejoindre également le photocall, prendre votre prix. Passons désormais au prix Ville connectée et automobile, qui récompense une réalisation dans le cadre du partage de la voirie, de la gestion des circulations, mais aussi des parkings, le développement de projets et véhicules alternatifs également. Et pour ce prix, les nominés sont Quimper, l'agglomération de Quimper, Caen-la-Mer et Saint-Lô, agglomération. Et sans plus attendre, le lauréat de ce prix Ville connectée et automobile est Quimper, Bretagne occidentale. Et j'invite, pour recevoir ce prix, à me rejoindre sur scène Marie-Pierre Jean-Jacques, vice-présidente de Quimper, Bretagne occidentale, en charge des mobilités. Bonsoir madame. Alors, quelques mots sur CubeNoz, qui permet la mobilité nocturne à Quimper. Oui, alors je vais vous raconter un petit peu l'histoire de CubeNoz. Donc, je suis élue à Quimper. Donc, Quimper, 65 000 habitants. Une agglomération avec 14 communes pour environ 100 000 habitants. Et pendant la campagne électorale à Quimper, donc, on a rencontré beaucoup d'habitants et qui nous ont dit leur tristesse, leur embarras de ne pas avoir de bus après 20h, 20h30 le soir. Et donc, on a pris la question à bras-le-corps. Et en travaillant avec notre opérateur Keolis Quimper, on a travaillé à la mise en place d'un transport à la demande dynamique, donc notre CubeNoz. Alors CubeNoz, Cube c'est le nom de notre réseau et Noz c'est la nuit en breton. Voilà, donc le CubeNoz. Alors comment ça fonctionne ? Écoutez, les usagers prennent leur smartphone et 1 heure avant leur départ, ils peuvent commander un transport d'un arrêt de bus vers un autre arrêt de bus, et donc de 20h à minuit le soir. Donc de grands avantages. Donc ça a été développé par Keolis Quimper qui a travaillé avec l'entreprise VIA. Et donc les grands avantages, c'est évidemment la rapidité. On peut annuler très rapidement aussi son voyage si on change d'avis. L'avantage, donc, c'est un monospace où chaque usager à l'intérieur est identifié. Donc, c'est rassurant pour les parents, c'est rassurant pour les gens. Et donc, je ne sais plus ce que j'ai dit, ce que j'allais vous dire. J'ai mon petit papier. Également, donc, sur le smartphone, la notification en approche.
et on suit l'arrivée du véhicule sur une carte dynamique. Donc c'est vraiment très, très intéressant. Alors ce qui est amusant, c'est qu'au départ, nous on avait pensé ça pour les ados le soir, les gens qui veulent aller à leur loisir, au sport, au cinéma, ou chez des copains ou ailleurs. Et en fait, pas du tout. C'est les travailleurs du soir qui l'utilisent le plus, entre 60 à 70%. Donc là, ça a été vraiment une réelle surprise. Donc ce sont des travailleurs du soir qui travaillent dans la restauration rapide, qui font des ménages ou autres, et qui sont amenés donc à croiser nos ados qui rentrent des loisirs. Donc ça a été vraiment très, très étonnant de voir cela. Donc on est ravis de donner ce service à des gens qui n'ont pas de moyens de mobilité le soir. Ça permet également aux parents de ne pas prendre la voiture, de laisser leurs ados aller seuls vaquer à leurs occupations. Donc c'est une belle innovation également. Voilà, et puis bon, c'est pour le prix du tarif classique de bus. On a mis cela en expérimentation sur la ville de Quimper la première année, et comme ça a marché du feu de Dieu, eh bien on a étendu ça cette année à la première couronne de Quimper. Donc on avance pas à pas pour... financièrement, on fait gaffe avec notre opérateur à ne pas être déraisonnable. Voilà. Et de la même façon, on a notre cube mat le matin, qui de 6h à 6h45 rend le même service. Donc il y a aussi des gens qui rentrent de boîte, qui croisent des gens le matin qui vont bosser. Voilà globalement l'histoire de notre Cubnose. De très belles réussites. Merci à vous, Marie-Pierre Jean-Jacques. Je vous laisse prendre votre prix et rejoindre, bien sûr, notre photocall. Nous passons désormais à un prix qui récompense une métropole européenne qui se sera révélée particulièrement méritante sur le plan de sa politique globale de transport. C'est le Grand Prix européen de la mobilité. Et pour ce prix, les nominés sont Berlin et Londres. Et pour remettre ce prix, je rappelle Aloïs Boelet-Soulet, directeur marketing et communication chez Masteris, à me rejoindre sur scène. Alors avant de vous donner la parole, je vous propose de révéler d'ores et déjà qui est le lauréat de ce prix. Et il s'agit de Londres, donc TfL, Transport for London, qui a gagné le prix, mais qui n'a pas pu nous envoyer un représentant. Donc, je rappelle que vous êtes une filiale d'SNCF Voyageurs, détenue à 100%, et notamment sur des questions de maintenance, d'optimisation de matériel de transport, que ce soit lourd ou urbain. Quelles sont les nouveautés dont vous pouvez nous faire part, y compris au niveau européen ? Alors oui, il marche. Oui. Comme vous l'avez dit, on est spécialisé en maintenance et en ingénierie. On est aussi au cœur en fait, du développement international de SNCF Voyageurs sur ces questions-là, puisqu'on accompagne à la fois le groupe et de nombreux clients à l'international, que ce soit en Europe ou dans d'autres pays. Voilà, vous avez cité la ville de Londres qui a gagné ce prix. Ça me fait penser qu'on a un de nos clients historiques dans la grande vitesse qui s'appelle Eurostar, qui a son siège à Londres et qu'on accompagne depuis de nombreuses années. Également, dans le domaine de l'urbain, on est présent non pas en Grande-Bretagne, mais en Irlande, aux côtés de Transdev, sur l'exploitation du réseau de tram de Dublin. Et on a d'autres implantations internationales comme ça, que ce soit le Sénégal, le Maroc, l'Espagne, etc. Et sur l'ensemble des segments de marché, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est capable de couvrir que ce soit la grande vitesse, le fret, l'attraction ou encore l'urbain. On est capable d'intervenir sur l'ensemble des segments de marché et de se projeter comme ça à l'international, que ce soit un accompagnement du groupe SNCF ou pour d'autres clients. Voilà. Et merci à vous. Je vous laisse prendre le prix pour une photo également. Et nous passons désormais au prix Podium. Pour ceci, pas de nominés, les prix étant décernés par notre jury, composé bien sûr d'experts et de la direction de notre rédaction. Ils sont décernés aux métropoles qui sont jugées comme étant bien sûr les plus méritantes, mais cette fois-ci, non pas pour une thématique, mais pour l'ensemble de leur politique de développement en matière de transport. Et nous débutons par le Grand Prix du jury, pour lequel, sans plus attendre, le lauréat est Lorient Agglomération, qui met le cap
sur les énergies renouvelables. Et pour recevoir ce prix, j'appelle à me rejoindre sur scène Maria Colas, vice-présidente en charge des mobilités de Lorient Agglomération. Bonsoir. Bonsoir. Je vous donne la parole. Écoutez, merci d'abord pour ce prix qui me fait à moi personnellement très plaisir, mais au président également. Je voulais remercier les services transports qui ont travaillé depuis 2 ans sur cette transition énergétique, notre délégataire et son directeur, M. Percheron, ainsi que toutes ses équipes, parce que beaucoup de choses ont été faites au niveau des dépôts. Donc vous avez derrière vous un bus bio-GNV qui circule depuis le mois de septembre sur Lorient Agglomération. C'est un bus qui fonctionne avec du gaz qui est fabriqué à partir de nos déchets enfouis sur la commune d'Azazag-le-Christ. Donc c'est de la récupération, de la fermentation. On a aujourd'hui une station qui se trouve à Caudan. On va équiper nos 2 dépôts de distribution de bio-GNV. Et puis en juin l'année prochaine, nous allons avoir 7 bus hydrogène qui vont aussi circuler sur toute l'agglomération avec nos dépôts qui doivent être aménagés et notre distribution qui se fera directement en dépôt en charge lente et rapide. Et puis la dernière chose, un bateau hydrogène qui devrait voir le jour en 2025. On a la particularité de transporter 1 million de passagers entre l'Outre-Rade et Lorient. Et donc, ces passagers vont pouvoir bénéficier de notre premier bateau hydrogène qui sera suivi d'un 2e bateau hydrogène, un sister ship, 1 année plus tard. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci Maria Colas. Je vous laisse recevoir votre prix et vous diriger vers le protocole. Passons aux 3 derniers prix de cette cérémonie, à commencer par le pass de bronze. Et pour remettre ce prix, j'appelle François Varnier de Vailly, directeur du programme Bus 2025 au groupe RATP, à venir me rejoindre sur scène. Merci. Bonsoir. Avant de vous donner la parole, je vous propose de révéler qui est le lauréat de notre passe de bronze. Alors, il s'agit de Rennes Métropole. Rennes Métropole qui profite à la fois d'une nouvelle offre de métro et d'une offre de service repensée. Et pour recevoir ce prix, j'appelle Ronan Kerlor, directeur général de Keolis Rennes, qui vient récupérer le prix pour le compte de Rennes Métropole. François Varnier de Vailly, lors de l'arrivée d'une nouvelle ligne structurante, comme c'est le cas pour la métropole de Rennes, quelle est la pertinence d'un redéploiement du réseau, à votre sens? Moi, je suis toujours frappé quand on ouvre une ligne, qu'elle est souvent saturée, et à quel point c'est des opportunités pour la reconfiguration des territoires. Voilà, j'ai pu le vivre sur Bordeaux, où j'étais maître d'œuvre. On le voit sur Rennes. C'est une opportunité qui va beaucoup plus loin que uniquement un problème de mobilité. Et la reconfiguration, dans ce que j'ai étudié, de ce que vous avez fait à Rennes avec la collectivité locale et avec Keolis, vous êtes allé chercher quelque part à réorganiser la ville, mais réorganiser les transports dans le périurbain et dans l'urbain. Et en ça, je trouve ça tout de même chouette et beau, parce que du coup, c'est l'équilibre des territoires qui est en jeu. Et du coup, c'est à ce titre-là, une arrivée de ligne, c'est une occasion d'équilibre dans un territoire. Et en ça, c'est une démarche importante. Merci. Voilà. Je vous donne la parole, Ronan Kerlor. Merci. Effectivement, l'année 2022 a été une année historique pour le réseau Star et pour Rennes Métropole, parce qu'avec cette seconde ligne de métro,
C'est une offre de haut niveau de mobilité qui est offerte aux habitants de la métropole. Cette ligne de métro a une très grande fréquence, une très grande amplitude, une vitesse commerciale imbattable en milieu urbain, avec une facilité d'accessibilité et une simplicité d'usage également. Mais c'est aussi un emploi sur 2 qui est maintenant desservi par une ligne de métro. 9 étudiants sur 10 qui ont accès à leur site d'études grâce au métro. Et on a une augmentation de la fréquentation de 20% avec cette seconde ligne de métro. On fait désormais un peu plus de 400 000 voyages par jour, dont 80 000 déjà sur cette ligne de métro. Mais 2022, ça n'a pas été que cette ligne de métro, puisque c'est aussi 3 parcs relais supplémentaires qui offrent maintenant 2000 places supplémentaires dans ces parcs relais. C'est un réseau de bus complètement remanié, avec 1 million de kilomètres qui ont été redéployés du centre-ville vers les communes de première et deuxième couronne pour permettre d'offrir aux habitants de la métropole plus de bus, plus souvent et plus tard. Et puis le vélo n'est pas en reste, puisque en 2022, on a aussi déployé 30 km supplémentaires de voies express vélo en ligne avec l'objectif d'atteindre les 100 km en 2024. Voilà, merci. Et merci à vous. Je vous laisse rejoindre le protocole également. Nous allons passer au pass d'argent et pour remettre ce prix, je demande à Frédéric Bavresse, directeur exécutif France chez Keolis, de me rejoindre sur scène. Bonsoir. Avant de révéler qui est le lauréat du pass d'argent, Frédéric Bavresse, quel état faites-vous des transports publics actuellement et quels défis reste-t-il à surmonter ? En 3 minutes, c'est assez difficile, mais d'abord, je voudrais effectivement vous dire à tous que je suis ravi effectivement d'être à nouveau parmi vous. Je voulais féliciter les lauréats, remercier ceux qui sont venus et regretter un peu qu'il n'y ait pas plus de monde effectivement pour féliciter les lauréats qui sont venus. Une salle de spectacle, c'est un peu comme nos métros, nos tramways ou nos bus, on est content quand il y a du monde. Et je pense qu'effectivement, l'affluence est un élément qui est clé. Et je souhaite effectivement qu'on puisse tous se réjouir en fait d'un retour de fréquentation qui est assez important en fait dans les réseaux de transport en commun, puisqu'en fait en France on est autour de 95%, un peu moins, ce qui est significativement plus qu'à l'international, et la salle laisse encore effectivement un peu de place. Surtout, ce que je voudrais dire, c'est il y a une vraie vitalité du transport urbain en fait en France. Il y a partout des projets effectivement aux 4 coins de France, de métro, de BHNS, de tramway, des projets masse. Et d'une certaine manière, votre palmarès reflète cette effervescence de projets. On l'a vu effectivement de manière très très large. Et ça prouve qu'il y a des élus, il y a des collectivités qui continuent à croire au transport urbain pour ses bienfaits en matière de cohésion territoriale, en matière de qualité de vie, en matière d'inclusion sociale, en matière d'attractivité des territoires. Et puis, il y a évidemment, bien sûr, en plus, l'intérêt ou l'avantage pour la nécessaire ou l'impérative même transition écologique. On a vu effectivement au cours des derniers mois les conséquences des dérèglements climatiques. Je veux dire, pour le coup, maintenant, on peut clairement parler de réalité et pas de menace. Et de ce point de vue, quand on sait que les transports représentent en fait à l'échelle du monde, et c'est à peu près vrai en France, 30% des gaz à émissions, des gaz à effet de serre, il y a vraiment en fait un enjeu fort à les réduire. Et de ce point de vue, le transport public est un élément de la solution. C'est un élément de la solution du seul fait qu'il est partagé. Et on peut considérer que le transport public est une machine à décarboner. Et à ce titre, il faut l'aider, il faut l'encourager. Et on sait maintenant, en fait, de façon en fait, vraiment claire à l'expérience, que si on veut favoriser le report modal des mobilités individuelles motorisées vers le transport urbain et vers les modes doux, vélo et marche à pied, il faut la conjonction de 2 choses. Il faut des mesures de régulation de la circulation et du stationnement des voitures. Je dis bien régulation, je ne dis pas interdiction, mais régulation. Et de l'autre côté, il faut une offre de transport qui soit attractive. Et de manière très claire, si on veut effectivement arriver à avoir réellement
un report modal, un changement des comportements qui soit à l'échelle du défi climatique, il faut un choc d'offres. Il faut un choc d'offres, c'est vraiment aujourd'hui très clair. Et objectivement, on ne peut de ce point de vue que regretter la frilosité du gouvernement qui, malgré les discours, continue effectivement en fait, à n'accorder qu'une priorité très secondaire au transport urbain. On a trouvé 8 milliards d'euros pour subventionner les carburants fossiles. On n'a à peu près rien trouvé pour aider les transports urbains à un moment où ils en ont réellement besoin, parce qu'ils doivent faire face à la fois à la transition énergétique, à l'évolution des prix de l'électricité et dans certains cas à une fréquentation qui est encore un peu en retrait. Donc moi je le regrette effectivement en fait assez clairement, et l'impression que cela donne, c'est qu'en fait une nouvelle fois on a un État qui cherche plus en fait à concentrer ses efforts sur l'atténuation des mutations qui sont nécessaires plutôt qu'à les favoriser. Ça a été le cas de la modernisation de l'industrie avec les résultats qu'on sait, et j'ai peur que ce soit le cas aujourd'hui sur la transition écologique. Il me semble que ce n'est pas la meilleure manière de préparer l'avenir, et quand on voit ce qui se passe à l'étranger, il y a un certain nombre de pays qui ont des actions qui sont plus volontaristes et qui préparent davantage le futur. Mais aujourd'hui, de manière très claire, ce n'est pas la journée pour évoquer les revendications de la profession, c'est plutôt pour saluer, pour encourager et pour récompenser les actions que mènent côte à côte collectivités et opérateurs. Et à ce titre, je suis ravi de remettre le pass d'argent. Et merci à vous d'être présent. Le lauréat du pass d'argent est la métropole de Rouen. Et pour recevoir ce prix, j'appelle Jean-Marc Magda, directeur général adjoint aux espaces publics et à la mobilité durable à la métropole, à nous rejoindre sur scène. Merci. Bonsoir. 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 Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Félicitations. Voilà, on en a deux. Écoutez, c'est beaucoup de fierté. Je voudrais remercier le jury qui nous a décerné ce prix. Beaucoup de fierté parce que le président Maillard-Rossignol, qui regrette de ne pas être là ce soir, a fait un pari d'offre. Vous avez parlé tout à l'heure de choc de l'offre. Et effectivement, à Rouen, il y a une offre de plus 10% dans un contexte extrêmement difficile que tout le monde connaît. Post-Covid, c'était un peu, si vous me permettez l'expression, un peu gonflé. Et puis budgétairement maintenant, ça va peut-être peser peut-être un peu plus dur. Et je note avec intérêt ce que vous venez de dire, Monsieur le Président, sur les questions des financements, qui sont une vraie question aujourd'hui pour les collectivités organisatrices de transport. C'est un vrai souci. Alors, une offre, mais ce n'est pas seulement, c'est aussi un pari sur de nouveaux sujets, sur de nouveaux axes du transport public qui sont complémentaires. Je pense au covoiturage, puisque Rouen, aujourd'hui, la métropole de Rouen-Normandie est au niveau national la première métropole en termes de covoiturage, à peu près 1 million de kilomètres effectués au service de covoituraires. Je peux vous dire que les derniers chiffres entre la pénurie dans les stations-service et puis le prix du carburant a fait complètement exploser. C'est un service que nous rendons aux habitants de la métropole, mais pas seulement, puisque nous allons aussi au-delà. Et dans le cadre de la création de l'installation des ZFE, des zones à faible émission, je peux vous dire que c'est aussi un argument supplémentaire, quelque part aussi un argument de coopération entre les collectivités, puisque nous dépassons simplement le bassin d'emploi, puisque je peux vous dire qu'on rémunère des conducteurs qui viennent d'Évreux, du département de l'Eure ou même des Yvelines, voire de Paris. Beaucoup aussi de diversité, je pense au vélo, et je suis très content d'être associé sur ce prix avec notre opérateur Transdev, que je voulais remercier devant tout le monde pour l'excellent travail. Ça a été un gros effort pour les équipes Transdev pour réaliser et être au rendez-vous du 1er septembre, là aussi dans un contexte post-Covid, avec des matériels que nous sommes en train de renouveler. Nous aussi, nous pensons très fortement à la décarbonation. Le 14 décembre, nous recevrons le premier bus à hydrogène, et à l'horizon 2026, nous aurons 66% de véhicules décarbonés. Donc je pensais aussi au vélo. Nous avons été, non pas novateurs, mais nous avons mis l'accélérateur ou changé de braquet, plus exactement, pour reprendre
le langage cycliste, sur la location de vélos électriques, mais de location longue durée, qui rencontre un franc succès, puisque nous sommes déjà à plus de 1000 contrats vivants, 2000 contrats, sur un stock d'environ 1500 vélos. Vous voyez qu'il en reste plus beaucoup. Une navette fluviale, et puis encore bien d'autres projets qui vont arriver. Et les premiers éléments de satisfaction, nous les surveillons comme le lait sur le feu, c'est la fréquentation. Et la fréquentation est là, les usagers sont au rendez-vous. Et je souscris tout à fait à ce que vous avez dit. À partir du moment où il y a une offre de qualité, un bon service, bien écoutez, nous avons des usagers qui rentrent avec plaisir et qui utilisent avec plaisir nos véhicules. Et j'espère que ça va durer et s'amplifier. Merci beaucoup en tout cas. Et merci à vous. Je vous laisse rejoindre le photocall pour recevoir votre prix. Passons désormais au clou de cette cérémonie, le passe d'or. Et pour le remettre, Frédéric Desmarquettes, directeur général adjoint de VRT, que vous avez déjà vu tout à l'heure. Bonsoir. Merci. Alors, le vainqueur du passe d'or, je suis très content parce que j'ai découvert cette région cet été et c'est un coup de foudre. Le vainqueur est une collectivité XXL qui regroupe 161 collectivités communes. Cette agglomération est nichée entre la mer, la plaine, la montagne et a réussi en 5 ans à créer un réseau incroyable, d'une efficacité incroyable. Désolé. Elle a mis en place une offre multiple de moyens de transport allant du car au transport fluvial. Elle a investi dans les moyens de transport verts. Elle a proposé une offre tarifaire extrêmement attractive. Elle a agrandi son réseau de transport scolaire. Elle a aidé à l'achat des vélos électriques. Et je ne vous parle même pas d'un projet de RER qui est dans les plans et la construction de 120 km de pistes cyclables, en plus des 140 km existants. Cette collectivité XXL est le syndicat des mobilités du Pays Basque Ardour, que nous accueillons maintenant sur scène. Bravo. Et merci Frédéric. Jean-François Irigoyen, président du syndicat des mobilités Pays Basque Adour. Merci. Bonsoir monsieur. Alors, allez juste vous placer sur la petite croix pour la vidéo et je vous laisse la parole. Écoutez, merci à tous. C'est un honneur pour le syndicat des mobilités et pour le Pays Basque de recevoir cette distinction. Je voudrais bien sûr associer notre président d'agglomération, Jean-René Chegaray, les élus qui m'entourent, mes services du syndicat des mobilités, qui sont des gens fabuleux, compétents et passionnés surtout. Associer également nos délégataires, que ce soit Keolis, Transdev et nos transporteurs locaux auxquels nous tenons également beaucoup. Effectivement, en 2017, nous sommes passés de 7 communes, 150 000 habitants, à une agglomération double XL, 161 communes, 330 000 habitants, 3000 km², avec des secteurs différents, la côte, du rétro-littoral et ce qu'on peut appeler l'intérieur du Pays Basque. Il nous a fallu donc développer du service, puisque, hormis sur le littoral, peu de services étaient dévolus à l'intérieur. Mettre un versement mobilité en place, puisqu'à part les 7 premières communes, il n'y avait pas de prélèvement. Donc ça n'a pas été une chose facile, il a fallu se battre. Mettre du service, mais du service qui n'est jamais à la hauteur des demandes. Donc aujourd'hui, nous arrivons quand même à une satisfaction à travers donc ce bus, cette colonne vertébrale qu'on a voulu sur l'agglomération bayonnaise, avec ce bus à haut niveau de service, 100% électrique, rechargeable, et je tiens à dire 100% basque. Hein. C'était important pour notre territoire de trouver un constructeur sur le Pays Basque. Malgré ça, maintenant, nous essayons de développer l'ensemble de services, de les développer à travers un réseau unique, puisque nous avions
différentes offres tarifaires depuis le 4 juillet exactement. Nous avons lancé une marque Chic Chac où tous les bus sont décorés de la même manière, un tarif unique, c'est-à-dire que lorsque vous êtes à l'agglomération bayonnaise, que vous fassiez 1 kilomètre, vous payez moins d'1 euro. Mais l'usager qui habite le fin fond de la Soule, c'est-à-dire la limite de notre Pays Basque, qui veut venir à Bayonne et qui parcourt 90 km, lui également ne paie que 1 euro. On voulait jouer la solidarité, c'était le but un peu de cette agglomération XXL au Pays Basque, donc on la maintient, on l'a fait jusqu'au bout. Quoi vous dire de plus? Donc bien sûr c'est le transport en commun, c'est le vélo, c'est la navette fluviale, c'est bientôt tous nos contrats, les délégataires le savent, hein, les contrats qui arrivent à échéance, où on va essayer de mutualiser, de réfléchir à optimiser aussi le service sur cette grande agglomération. Donc, un grand merci pour ce prix, pour la confiance que vous nous faites, et remercier quand même aussi tous les lauréats de cette soirée. Merci à tous. Et merci à vous, bravo. Je vous laisse rejoindre le protocole. Et avant de clôturer notre 31e palmarès des mobilités, je demande à l'ensemble des lauréats comme des remettants de bien vouloir remonter sur scène pour une dernière photo de famille. J'en profite pour remercier l'ensemble des partenaires, le groupe SNCF, le groupe RATP, Keolis, Transdev, Masteris, la Caisse des dépôts et Kizio.